Bonjour et bienvenue à Signe d'Évangile. Aujourd'hui, je reçois M. Alexandre Berne. M. Berne est directeur général de l'organisme Action Sida Richelieu-Yamaska. Bonjour, M. Berne. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours? Vous êtes français. Qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec? Eh bien, écoutez, j'ai été charmé par l'accueil de cet endroit où, je dirais, c'est un des endroits probablement au monde les plus pacifiques. Et puis, à la différence de la France, c'est un peuple quand même assez jeune de par son histoire. Donc, probablement un peuple qui s'adapte très rapidement à la différence, contrairement probablement à la France, avec nos anciennes valeurs. Et j'ai été charmé par le pays. Je pense que chaque pays est comme une femme. On ne peut pas comparer leur beauté, mais ils ont tous leur style, leur particularité, leur beauté différente. Et j'ai été séduit par le Québec. Si je ne m'abuse, vous avez fait des études en travail social ici même? Oui, absolument. J'ai fait mes études universitaires à l'UQAM, en travail social, à 27 ans. Pour moi, ça a été une réorientation parce qu'en France, j'étais issu d'une formation technologique. Et j'étais attiré par le domaine du travail social parce qu'en tant qu'être humain, j'ai moi-même une santé mentale. Donc pour moi, c'était important de prendre ce virage. D'accord. Et vous êtes maintenant directeur général d'Action Sida Richelieu-Yamaska depuis combien de temps? Oui, absolument. Depuis un an, j'ai quitté les milieux institutionnels et hospitaliers pour travailler dans le communautaire où je trouve que l'approche est beaucoup plus humaine. Alors aujourd'hui, je vous ai invité pour que nous puissions parler ensemble de l'hypersexualisation, de ce phénomène qui est actuellement aussi préoccupant pour l'Église que pour la société, le milieu communautaire. Mais avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, expliquez-nous, monsieur, c'est quoi l'hypersexualisation? Eh bien, pour expliquer un petit peu aux gens et faire le plus simple possible, l'hypersexualisation, c'est un phénomène de société qui, sous l'influence de la mode vestimentaire, l'influence des chansons qu'on va voir, des femmes bien souvent dénudées, eh bien, vont miser sur des valeurs principalement sexuelles. Et malheureusement, eh bien, le sens de la vie n'est peut-être plus la recherche de l'amour, mais de la sexualité. Et pour l'épanouissement des jeunes, je pense que ça peut être un certain danger. OK. Et dans ce cadre-là, comment votre organisme agit pour contrer ce phénomène-là? Alors, notre organisme, en fait, a deux missions dans son mandat. La première mission, c'est sûr, c'est d'accompagner les gens qui sont infectés par des maladies, suivi individuel psychosocial, animation de groupe, ateliers aussi, animés par des pairs sous supervision. Et puis, nous avons aussi le volet sensibilisation, parce que c'est sûr qu'une personne avisée en vaut deux, il faut qu'on mise sur la sensibilisation. Après, c'est souvent trop tard, il faut ramasser les pots cassés. Et les exercices de sensibilisation, on les réalise dans les écoles secondaires 3, 4, 5, les écoles professionnelles, les écoles pour adultes. On essaye de rejoindre la plupart des gens, en fait, tous ceux qui ont un pénis et un vagin. Donc ça concerne bien des gens dans cette population, je crois. Oui, on sait que l'être humain est un être sexué, qu'on soit homme comme qu'on soit femme. Tout le monde a une sexualité et c'est important d'y voir clair dans ça. Pouvez-vous nous dire pourquoi le phénomène de l'hypersexualisation est un phénomène préoccupant actuellement? Bien, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que bien souvent, c'est la société qui va nous donner des modèles. Et je pense qu'un modèle qui est axé principalement sur la sexualité est loin d'être une source de référence. La vie ne se résume pas seulement à la sexualité. La sexualité, c'est comme le chocolat, c'est très bon, mais quand c'est fondu et c'est terminé, on n'en a plus. Donc je vous dirais que c'est un petit peu encore là des valeurs société superficielles qui rejoignent les valeurs de consommation, de performance et de productivité. L'effet pervers un petit peu, c'est ce qui me préoccupe, c'est qu'en banalisant la sexualité chez les jeunes, on encourage probablement les risques d'abus. Donc d'un côté, on lutte contre les abus sexuels chez les enfants, et d'un autre côté, on a une société qui va miser sur la nudité de nos enfants le plus possible avec des vêtements de plus en plus petits qui couvrent de moins en moins de peau. Alors les enfants ne sont pas vraiment conscients parce que c'est devenu banal. Les parents non plus d'ailleurs, et c'est là qu'est le danger. Parce que pour une personne dite pédophile, je ne pense pas qu'elle reste indifférente à la nudité d'un enfant. OK. Et avez-vous des exemples que vous voyez et qu'on voit régulièrement dans notre société qui peuvent passer même inaperçus? Oui, absolument. Écoutez, vous regardez simplement les magazines pour adolescents actuellement.
Si on prend certaines photos de ces magazines en comparaison avec des magazines pornographiques, il y a déjà eu un sondage là-dessus, une étude qui a été faite auprès des gens de la population. Et il s'est avéré que les gens n'étaient pas en mesure de savoir, par rapport aux deux photos qui leur étaient présentées, laquelle appartenait au magazine d'adolescents et laquelle appartenait au magazine pornographique. Maintenant, il suffit de regarder les vêtements qu'on voit aussi dans les magasins. On peut voir des sous-vêtements pour des jeunes filles qui n'ont pas encore de poitrine qui est développée, avec des rembourrages dedans. Alors c'est sûr que ce que je n'aime pas là-dedans, c'est qu'on va chercher un petit peu les enfants dans leur besoin de ressembler aux grands, malheureusement trop rapidement, parce qu'on oublie qu'ils sont des enfants, puis qu'ils ont besoin de jouer avant de se prendre pour des grands. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement, de la façon dont ça va, on est en train de voler l'enfance aux enfants? Absolument. Non seulement on leur vole leur enfance, puis on les conditionne à des valeurs qui sont loin d'être des valeurs morales. Bien que le sexe n'est pas immoral, c'est de la façon dont on consomme le sexe qui peut être immoral. Puis si c'est juste du sexe pour du sexe, je pense qu'on a un sérieux problème sur les bras. Okay. Donc, quand vous travaillez avec les jeunes, comment vous amenez ça? Est-ce que vous amenez ça sur le thème de l'amour? Parlez-moi un petit peu de Oui, absolument. En fait, avec les jeunes, c'est sûr que j'utilise un langage plus caméléon, un peu plus coloré aussi pour les rejoindre, un peu de légèreté. Et puis, oui, je démystifie beaucoup. On vit dans une société où on confond beaucoup l'amour et la sexualité. Et ça, c'est vraiment un gros problème qu'on a. Je pense que depuis l'arrivée du Christ et d'autres maîtres, ainsi que Bouddha et d'autres, ont été des exemples d'amour, en fait. Je pense que dans l'évolution de l'humanité, dans le sens de son évolution, nous apprenons encore à aimer. Malheureusement, avec des valeurs comme celle-ci, on met tellement l'emphase sur la sexualité qu'on oublie l'amour. La sexualité, c'est bon, mais ça ne remplira jamais le vide qu'on a intérieurement. Ce qui va remplir le vide intérieurement, c'est l'amour. D'accord ? On pourra avoir des relations sexuelles toute l'année avec plusieurs partenaires et se mettre à risque d'avoir des infections sexuellement transmissibles, et on aura toujours un vide et on ne sera pas comblé. Alors j'explique aux jeunes, et ça c'est bien important, je vais un peu à l'encontre de Walt Disney, mais j'explique bien aux jeunes que l'amour, c'est pas tant de trouver l'âme sœur qui va faire qu'on va trouver l'amour, c'est de s'aimer soi-même. Quand on est capable de s'aimer soi-même, on est capable d'aimer les autres. Si je comprends bien, les conséquences, l'hypersexualisation a des conséquences sur les jeunes. Pouvez-vous nous parler un petit peu des conséquences que ça a sur les jeunes filles? Oui, absolument. Écoutez, le problème qu'on a avec les jeunes filles, c'est que malheureusement, elles deviennent des objets sexuels. Donc les individus ne voient plus la sensibilité de la jeune fille, sa délicatesse, sa fragilité mentale et son essence, ils ne voient que ses formes. Alors c'est un problème. C'est comme si vous voulez, une jeune fille vient me voir avec un gros décolleté, et que moi à l'école je suis étudiant, et qu'elle me dit qu'elle a des idées suicidaires, et que moi que je ne fais que regarder son décolleté. Mm-hmm. Alors là on a un sérieux problème. Donc les femmes deviennent des femmes objets. Dans les clips vidéo, on le voit aussi, on a des hommes qui se prennent pour des hommes, en ayant des pistolets à la main, en ayant des billets à la main, ce qu'on appelle des pimps en langage québécois, et qui vont chercher nos jeunes filles dans la rue justement parce qu'ils les considèrent comme des objets sexuels. Donc ça encourage la prostitution, ça encourage l'épanouissement, l'effervescence des pimps. Alors oui, on a un sérieux problème. Les filles ne sont pas vues comme des êtres humains à part entière, mais simplement comme des objets de désir et de convoitise. En ce qui concerne les garçons, parce que ça touche aussi les garçons, écoutez, c'est sûr que les garçons, malheureusement, vont avoir cette image de la société. Et une fille qui n'a pas de sensibilité, qui n'a juste que des formes, comment peut-on la respecter? Alors je présume qu'il peut y avoir beaucoup de garçons qui, malheureusement, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ne voient pas qu'ils peuvent devenir brutales avec les jeunes filles pour satisfaire leur appétit sexuel, qui peuvent les obliger à faire des choses, et obliger les filles à se renier là-dedans. Puis les filles, dans une société où on monte la performance, la productivité, et que les pénétrations se font... disons par tous les orifices, ça ne rejoint pas forcément l'appétit de tout le monde. Il y a des gens que ça va rejoindre, d'autres non. Donc je pense que ça met beaucoup de pression sur les filles et ça met beaucoup de pression sur les hommes. Malheureusement, les garçons vont mettre plus d'emphase sur l'aspect sexuel que sur leur propre épanouissement individuel aussi, ce qui est un sérieux problème. OK. Donc, ça rejoint, en tout cas moi je vois dans ce que vous nous apportez, que ça rejoint des valeurs qui ont été traitées depuis toujours par l'Église. Oui, la sexualité est bon. C'est sûr que est bonne depuis quelques années.
On travaille fort avec la théologie du corps de Jean-Paul II, avec avec le nouvel encyclique d'ailleurs de Benoît XVI qui est Dieu est amour, Deus Caritas Est, où Benoît XVI affirmait toute la dignité encore de l'être humain et l'importance de la sexualité comme moyen de communion, d'épanouissement entre deux personnes, mais auquel il faut faire attention pour ne pas devenir simplement un objet sexuel. Quand la sexualité devient simplement un moyen d'épanouissement personnel, où c'est moi seul qui compte dans la recherche du plaisir, alors là, on dévie et ça crée des difficultés psychologiques. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis pour l'épanouissement sexuel et pour l'émancipation. Dans les années 70, on a une vague d'émancipation, je pense, qui a été bénéfique pour l'humanité. Toutefois, c'est sûr que quand on dépasse ces barrières et ces jalons, il va falloir remettre des barrières plus loin. Donc, bien souvent, on va dépasser ses limites. Un jeune enfant qui boit de l'alcool va boire au point probablement de vomir. Et quand il en aura assez de vomir, il mettra ses limites. Je pense que l'épanouissement sexuel peut avoir son sens uniquement s'il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on peut parler de masturbation ici. On parle d'amour de soi dans la sexualité. Donc c'est sûr qu'il y a bien des choses pour s'épanouir sexuellement, mais si c'est fait sans amour, le plaisir ne sera pas le même. Le plaisir ne sera pas le même, et puis, est-ce qu'on a vraiment du plaisir sans amour? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un momentum pour travailler sur le problème de l'hypersexualisation pour les organismes communautaires comme pour l'Église? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des liens à faire quant à ce sujet-là? Oui, il y a des liens à faire. C'est sûr que les milieux religieux, beaucoup de personnes au cours du passé de l'évolution de l'humanité, ont connu des différends avec le Vatican. Il y a eu quelques excès qui ont été commis. Aujourd'hui, je pense que le Vatican a pris certains virages et c'est tant mieux pour eux, je pense, parce qu'il y a un besoin d'adaptation. Et je pense que oui, il y a des affinités communes entre les milieux religieux et le communautaire. Il est bien évident que les milieux religieux devront accepter le port du condom, ce qui serait souhaitable, et puis d'accepter que des hommes puissent avoir des relations homosexuelles. Je pense que si Dieu est un Dieu d'amour, il est pertinent de respecter que deux hommes s'aiment, et je préfère voir deux hommes s'aimer que deux hommes s'éventrer sur un champ de bataille pour avoir une médaille d'honneur au nom de l'économie. Donc c'est sûr que je pense que beaucoup de virages ont été pris par le milieu religieux, et je pense qu'aujourd'hui ils ont conscience qu'il faut miser sur l'amour. Et je rejoins tout à fait le milieu religieux pour parler d'amour, de tolérance, d'acceptation de la différence et d'éducation populaire, car la société a besoin d'éducation populaire. Justement, je parle de la population en fait, parce que notre société a cultivé énormément de mythes, dont celui de l'hypersexualisation. En terminant, auriez-vous une parole d'évangile qui vous touche dans votre lutte? Oui, absolument. J'ai une parole qui me touche beaucoup, d'ailleurs, une parole de Jésus, à qui on a posé la question en lui demandant quel était le plus grand des commandements. Il n'a pas cité les commandements de Moïse, mais il a dit que le plus grand des commandements, c'était de s'aimer soi-même comme on aimait les autres, d'aimer les autres comme on s'aime soi-même, et d'aimer son Seigneur. Alors on peut l'appeler Seigneur, comme on peut l'appeler force cosmique, comme on peut l'appeler univers, comme on peut l'appeler moi, puisque je suis à l'image de Dieu, comme vous l'êtes aussi. Mais oui, aimez-vous les uns les autres. Mais cette fois-ci, on parle vraiment d'amour. Alors, un gros merci, M. Berne, pour votre engagement dans la région mascoutaine. Merci, chers auditeurs, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Signes d'Évangile.